La jeune jardinière était restée paralysée en voyant que la fille du millionnaire dans le jardin lui ressemblait exactement sur une photo d'enfance. La brise du matin caressait les pétales blancs, tandis que Lucie refermait la grille en fer forgé derrière elle. 25 ans, des mains déjà marquées par le travail. Et ce premier jour qui lui nouait l'estomac, la propriété Beaulieu s'étendait devant elle comme un tableau vivant, pelouses impeccables, avis taillées au cordeau, et ces centaines de rosiers blancs qui semblaient en l'observer. Elle inspira profondément. L'air sentait la terre humide, et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer, un parfum familier qui lui donnait envie de pleurer sans savoir pourquoi. « Allez, Lucie, c'est juste un jardin. » Mais ce n'était pas juste un jardin. Dès qu'elle avait franchi le portail, une sensation étrange s'était emparée d'elle, comme si chaque arbre murmurait son prénom, comme si les racines sous ses pieds reconnaissaient ses pas. Elle secoua la tête. « Tu deviens folle, ma pauvre. » Le régisseur lui avait montré la remise où ranger les outils, lui avait expliqué les zones prioritaires, puis était reparti vers la grande maison. Lucie s'était retrouvée seule face au rosier, son sécateur à la main, le cœur battant d'une émotion qu'elle ne comprenait pas. Elle s'agenouilla près du premier buisson et commença à tailler les branches mortes. Ses gestes étaient le précis, presque tendres. Les épines ne lui faisaient pas peur. Elle ne l'avait jamais effrayée. C'était comme si ses mains savaient exactement où se poser, comment toucher sans abîmer. 1 heure passa, puis 2. Le soleil grimpait dans le ciel, et Lucie s'enfonçait dans ce travail qui ressemblait tant à une méditation. Ici, au moins, elle ne pensait pas. Elle ne se demandait pas d'où elle venait, pourquoi elle n'avait aucun souvenir avant ses 5 ans, pourquoi elle se sentait si seule au monde. Ici, il n'y avait que le parfum des roses et le chant des oiseaux. C'est alors qu'elle l'entendit, un rire cristallin, léger comme le vent, un rire d'enfant. Lucie leva la tête. Une petite fille courait entre les massifs, ses cheveux châtains bouclés volant derrière elle comme un nuage doré. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Sa robe blanche à fleurs dansait autour de ses jambes potelées, tandis qu'elle poursuivait un papillon imaginaire. Le cœur de Lucie fit un bond étrange dans sa poitrine. La fillette tourna la tête vers elle, et leurs regards se croisèrent. Des yeux verts, profonds comme des lacs, un sourire qui creusait une fossette dans sa joue droite, quelque chose dans ce visage. « Non, c'est impossible !» La petite accéléra sa course, trop absorbée par son jeu pour regarder où elle mettait les pieds. Son pied se prit dans une racine, et elle bascula en avant avec un petit cri. Lucie bondit sans réfléchir. Elle rattrapa l'enfant juste avant qu'elle ne heurte le sol, la serrant contre elle d'un geste protecteur qui lui vint naturellement, comme si elle l'avait fait 1000 fois. « Ça va, petite ?» murmura-t-elle, surprise par la douceur de sa propre voix. La fillette leva vers elle ses yeux verts extraordinaires. Pas de larmes, juste de la curiosité. Elle pencha la tête sur le côté, étudiant le visage de Lucie avec une intensité troublante. « T'es qui, toi ? » ?»« Moi, je suis Lucie. Je m'occupe du jardin. »« Ah, moi, c'est Maëlle. » Un silence étrange s'installa. La petite Maëlle ne bougeait pas, toujours blottie dans les bras de Lucie, et Lucie ne la lâchait pas, incapable de briser ce moment qui ressemblait à quoi, exactement ? À un souvenir, à un rêve. « T'es jolie !» déclara Maëlle avec le sérieux absolu des enfants de 4 ans, comme maman sur la photo. Avant que Lucie puisse répondre, une voix grave déchira l'air. « Maëlle, je t'ai déjà dit de ne pas sortir toute seule. » Un homme traversait la pelouse à grandes enjambées, la quarantaine avancée, cheveux grisonnants, costume impeccable malgré l'heure matinale. Son visage était marqué par quelque chose que Lucie reconnaissait trop bien, cette tristesse ancienne qui ne part jamais vraiment, qui s'incruste dans les rides et teinte le regard. Il s'arrêta net en la voyant. Leurs yeux se rencontrèrent, et Lucie eut l'impression que le temps suspendait son cours. L'homme devint livide. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Il fit un pas en arrière, comme frappé par une vision. « Vous, quel âge avez-vous » La question la prit au dépourvu. « 25 ans, monsieur. » Il porta une main à sa bouche. Sa respiration devint irrégulière. Maëlle, toujours dans les bras de Lucie, fronça les sourcils. « Papa, ça va. Marc Beaulieu. » Car c'était lui, le propriétaire. Lucie le comprenait maintenant. Secoua la tête comme pour chasser une pensée folle. Il s'avança et prit sa fille des bras de Lucie. Mais ses yeux ne quittaient pas le visage de la jeune femme. « Excusez-moi. »
Vous devez être la nouvelle jardinière. Oui, monsieur. Lucie Moreau. Moreau, répéta-t-il, comme s'il testait le nom sur sa langue. D'où venez-vous, mademoiselle Moreau? De nulle part, vraiment. J'ai grandi dans un orphelinat près de Lyon. Quelque chose passa dans le regard de Marc, de la surprise, de l'espoir, de la douleur. Papa, j'aime bien elle, annonça Maëlle en tendant les bras vers Lucie. Elle est belle comme maman sur la photo. Marc se raidit. Il serra sa fille contre lui et recula d'un pas. Il faut rentrer, ma chérie. Dis au revoir à mademoiselle Lucie. Au revoir, Lucie, cria Maëlle par-dessus l'épaule de son père. Lucie les regarda s'éloigner. Le cœur battant sans qu'elle sache pourquoi, Marc marchait vite, trop vite, comme s'il fuyait quelque chose, juste avant d'entrer dans la maison. Il se retourna une dernière fois. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, Lucie y lut quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. De la reconnaissance. La nuit était tombée depuis longtemps sur la propriété Beaulieu. Dans son bureau au premier étage, Marc n'avait pas allumé les lampes. Il était assis dans le noir, un verre de whisky intact à la main, le regard perdu dans les ténèbres. Il ne pouvait pas, il ne devait pas, mais ses mains tremblaient, tandis qu'il ouvrait le tiroir secret de son bureau. Ses doigts trouvèrent la photographie avant même que ses yeux ne s'y habituent. Il l'avait regardée tellement de fois qu'il aurait pu la dessiner les yeux fermés. Une petite fille de 4 ans souriait à l'objectif, debout dans un jardin de roses blanches, ses cheveux châtains bouclés couronnant son visage, des yeux verts qui brillaient de vie, une fossette qui creusait sa joue droite quand elle riait, Anaïs. Sa première fille, disparue il y a 21 ans, Marc approcha la photo de la fenêtre, où la lune jetait une lumière argentée, le visage d'Anaïs à 4 ans, le visage de Maëlle aujourd'hui, et ce matin, dans le jardin, « Ce n'est pas possible », murmura-t-il dans le silence. « Elle est morte. Elle doit être morte. » Mais son cœur refusait de le croire, parce que ce visage qu'il avait vu ce matin, ses yeux verts, cette façon de tenir Maëlle, 25 ans, orphelinat, aucune famille, les chiffres s'alignaient dans sa tête comme une équation terrible. Si Anaïs avait survécu, si quelqu'un l'avait emmenée loin, si elle avait grandi sans savoir, une larme roula sur sa joue, Marc la laissa couler sans l'essuyer. Dehors, le vent faisait bruire les rosiers blancs. Et quelque part dans la maison des employés, Lucie se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil, hantée par le parfum des roses et le sentiment insoutenable d'être enfin rentrée chez elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette première rencontre troublante. 3 jours pendant lesquels Marc Beaulieu évitait soigneusement le jardin, observant parfois Lucie depuis les fenêtres du premier étage, le cœur serré par un espoir qu'il n'osait pas nommer. 3 jours pendant lesquels Lucie se perdait dans le travail, essayant d'ignorer cette sensation persistante que chaque rosier lui parlait, que chaque allée lui était familière. Ce matin-là, le soleil tapait fort sur les massifs. Lucie s'était relevée pour s'étirer le dos quand elle entendit le rire de Maëlle. La fillette dévalait les marches de la terrasse, serrant contre elle une petite boîte en bois. « Lucie, Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. » Le cœur de Lucie fit ce bond étrange qu'elle commençait à reconnaître. Chaque fois que Maëlle approchait, c'était la même chose. Ce mélange de tendresse et de nostalgie qui n'avait aucun sens. Qu'est-ce que c'est, ma puce? Maëlle s'arrêta devant elle, essoufflée, les joues roses d'excitation. C'était au grenier, dans la chambre où papa ne laisse personne entrer. Mais moi, je suis petite, alors j'ai réussi à me faufiler. Elle ouvrit la boîte avec des gestes précautionneux. À l'intérieur, niché dans du velours rouge fané, reposait un collier en argent, simple, délicat, avec un petit pendentif en forme de rose. Mais ce n'était pas le collier qui coupa le souffle de Lucie. C'était la photographie. Une petite fille de 4 ans, peut-être 5, souriait à l'appareil. Elle se tenait exactement là où Lucie se trouvait en ce moment, devant les mêmes rosiers blancs. Des cheveux châtains bouclés, des yeux verts qui brillaient dans la lumière du soleil, une fossette qui creusait sa joue droite, le visage de Maëlle, le visage que Lucie voyait dans le miroir chaque matin. « C'est qui ?» murmura-t-elle, la voix étranglée. « C'était ma sœur, enfin, ma demi-sœur. Elle s'appelait Anaïs. S'appelait. » Maëlle hocha gravement la tête, répétant des mots qu'elle avait manifestement entendus sans vraiment les comprendre.
Elle s'est perdue quand elle était petite. Papa dit qu'elle est partie au ciel avec maman. Mais moi, je pense qu'elle est juste perdue, comme dans Le Petit Poucet. Les mains de Lucie tremblaient tellement qu'elle faillit lâcher la photo. Ce visage, ces yeux, cette fossette, c'était comme regarder dans un miroir déformé par le temps. D'où tu as pris ça? Maëlle, je te l'ai dit, du grenier, de la chambre d'Anaïs. Papa garde tout là-haut. Ses jouets, ses vêtements, tout. Il dit que c'est pour se souvenir. Mais tante Sophie dit que c'est malsain et qu'il devrait... Maëlle, la voix claqua comme un fouet. Marc traversait la pelouse en courant, le visage décomposé, derrière lui, à une fenêtre du 2e étage. Une femme aux cheveux noirs observait la scène, les lèvres pincées. « Maëlle, qu'est-ce que je t'ai dit sur le grenier? Tu n'as pas le droit. » Il s'arrêta net, en voyant ce que sa fille tenait. Son regard passa de la boîte à Lucie, qui serrait toujours la photographie, puis revint à Lucie. Le temps sembla se figer. « Vous avez vu la photo. » Lucie hocha la tête, incapable de parler. Des larmes coulaient sur ses joues, sans qu'elle sache pourquoi. C'était plus fort qu'elle, cette douleur qui montait de sa poitrine, cette certitude terrifiante que quelque chose de fondamental venait de basculer. Marc s'approcha lentement, comme on approche d'un animal effrayé. Il tendit la main, et Lucie lui rendit la photo avec des gestes de somnambule. « Ma fille Anaïs a disparu il y a 21 ans. Elle avait 4 ans. Le même âge que toi sur cette photo. Je ne comprends pas, souffla Lucie. Pourquoi elle me ressemble tellement? C'est ce que je me demande depuis 3 jours. Maëlle tirait sur la manche de son père, perplexe par la tension qui emplissait l'air. Papa, pourquoi tu pleures? Marc ne répondait pas. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Lucie, cherchant, comparant, espérant. Vous avez dit que vous aviez grandi dans un orphelinat, reprit-il d'une voix rauque. Vous vous souvenez de vos parents? De votre famille? Non, je n'ai aucun souvenir avant mes 5 ans. Les responsables de l'orphelinat disaient que c'était le traumatisme. Que j'avais été trouvée seule, en état de choc, incapable de dire mon nom ou d'où je venais. Le visage de Marc se vida de toutes ses couleurs. Mon Dieu, Monsieur Beaulieu, vous pensez que je pourrais être? Elle ne pouvait pas finir la phrase. C'était trop fou, trop impossible. Marc se passa une main tremblante dans les cheveux. Quand il parla à nouveau, sa voix n'était qu'un murmure brisé. Vous avez une marque de naissance, quelque chose de distinctif. Le cœur de Lucie cognait si fort qu'elle entendait son propre sang battre à ses tempes. Lentement, elle tourna la tête et écarta ses cheveux, dégageant sa nuque. Marc fit un pas en avant, puis un autre. Ses doigts effleurèrent la peau de Lucie, juste sous la naissance des cheveux, une petite tache en forme d'étoile. Ses genoux cédèrent. Il s'effondra sur l'herbe, les mains sur le visage, secoué de sanglots silencieux. « Papa !» cria Maëlle, effrayée. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Lucie se laissa tomber à côté de lui, le monde tournant autour d'elle. Elle avait la même marque, hoqueta Marc entre 2 sanglots. Anaïs avait la même étoile, exactement au même endroit. Je m'en souviens parce que Céline l'embrassait tous les soirs avant de la coucher. « Ce n'est pas possible, » murmura Lucie. « Ce n'est pas. » Mais quelque chose en elle disait le contraire. Quelque chose de profond, de viscéral. Ces roses qu'elle reconnaissait, ce jardin qui l'appelait, cette sensation d'être enfin rentrée chez elle. « Il faut faire un test », dit soudain Marc en relevant la tête. « Un test ADN. C'est la seule façon de savoir. Vous pensez vraiment que je pourrais être votre fille ?» Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Marc brillait un espoir si fragile, si désespéré que Lucie sentit son cœur se briser. « Je pense que vous êtes la seule chose qui me donne envie de croire au miracle depuis 21 ans. » Un mouvement à la fenêtre attira l'attention de Lucie, la femme aux cheveux noirs. Tante Sophie, avait dit Maëlle, les observait toujours. Son expression n'était pas celle de la joie ou de l'espoir, c'était de la terreur pure. Elle disparut brusquement derrière le rideau. Marc aida Lucie à se relever, puis serra Maëlle contre lui. La petite fille ne comprenait manifestement pas ce qui se passait, mais elle sentait que c'était important. « Alors on va faire ce test », dit Lucie, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Et on saura, et si c'est vrai, si vous êtes vraiment, je ne sais pas, je ne sais plus rien. » Marc tendit la main, et après une hésitation, Lucie la prit. Ses doigts étaient chauds,
solide, réconfortant d'une façon qu'aucune main ne l'avait jamais été. « On va découvrir la vérité », promit-il. Ensemble, cette nuit-là, dans sa chambre spartiate de la maison des employés. Lucie ne dormit pas. Elle fixait le plafond, la photographie d'Anaïs posée sur sa poitrine. Est-ce que c'est moi? Est-ce que cette petite fille? C'est moi. Les souvenirs fragmentés tourbillonnaient dans sa tête. Un homme en costume qui riait, une femme qui chantait, le parfum des roses, une main chaude dans la sienne, et puis le noir, le vide, le réveil dans un lit inconnu avec des visages inconnus qui lui demandèrent son nom, et elle qui ne savait pas répondre. Au loin, dans la grande maison, Marc ne dormait pas non plus. Il avait sorti toutes les photos d'Anaïs, les étalant sur son bureau. Le même visage, encore et encore, les mêmes yeux verts, la même fossette, le même visage que celui de Lucie. « Reviens-moi » murmura-t-il à la nuit. « S'il te plaît, mon bébé, reviens-moi. » Et dans sa chambre verrouillée, Sophie Beaulieu fixait son téléphone, les mains tremblantes. 21 ans. Elle avait cru que ce serait suffisant, que le passé resterait enterré. Elle s'était trompée. Le laboratoire médical sentait l'antiseptique et l'angoisse contenue. Lucie serrait si fort l'accoudoir du fauteuil que ses jointures blanchissaient. À côté d'elle, Marc fixait la technicienne qui préparait le matériel de prélèvement avec des gestes professionnels et détachés. « Ce sera rapide et indolore », expliqua-t-elle d'une voix neutre. « Un simple frottis de l'intérieur de la joue pour chacun de vous. Simple », pensa Lucie amèrement. Rien n'était simple dans cette histoire. 5 minutes plus tard, c'était terminé. Les échantillons étaient étiquetés, scellés, prêts à être analysés. Les résultats seront disponibles dans 3 à 5 jours ouvrables, annonça la technicienne. Nous vous contacterons par téléphone, 3 à 5 jours, une éternité. Dans la voiture qui les ramenait à la propriété, le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Marc conduisait, les mâchoires serrées, les yeux fixés sur la route. Lucie regardait défiler le paysage par la fenêtre sans vraiment le voir. « Vous avez faim ?» demanda soudain Marc. « On pourrait s'arrêter quelque part. »« Non, merci, je n'ai pas très faim. » Un nouveau silence. Puis Marc se gara sur le bas-côté de la route, coupant le moteur. Il se tourna vers Lucie, et elle fut frappée par l'intensité de son regard. « Je sais que c'est difficile. Je sais que vous devez avoir peur de ce qu'on va découvrir. Et vous n'avez pas peur. Terrorisé, admit-il avec un rire sans joie. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Marc prit une grande inspiration, cherchant ses mots. « J'ai peur que ce soit vrai, et j'ai peur que ce ne le soit pas. Dans les 2 cas, je perds quelque chose. Si vous n'êtes pas Anaïs, je perds l'espoir que j'ai porté pendant 3 jours. Si vous êtes Anaïs, je dois accepter que j'ai perdu 21 ans de votre vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. « Je ne sais même pas qui je suis. Depuis que j'ai vu cette photo, c'est comme si 2 personnes vivaient dans ma tête. Lucie, qui a grandi seule, qui s'est construite toute seule, et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît ce jardin, qui se sent chez elle dans cette propriété. Racontez-moi ce dont vous vous souvenez. Ce ne sont que des fragments, des images floues. Un homme en costume qui me fait tournoyer dans ses bras, une femme qui chante une berceuse, le parfum des roses, toujours les roses, une main chaude qui tient la mienne. Et puis, le noir, comme si on avait éteint la lumière. Marc essuya discrètement une larme qui roulait sur sa joue. Céline chantait tout le temps, des berceuses, des chansons d'amour, n'importe quoi. Et je portais toujours un costume, même le week-end. Anaïs me suppliait de la faire tourner jusqu'à ce qu'elle ait le vertige. « Arrêtez » murmura Lucie. « S'il vous plaît, arrêtez. » Pourquoi ? Parce que si vous continuez, je vais croire que c'est vrai. Et si ce n'est pas le cas, si les résultats sont négatifs, alors on aura partagé quelques jours d'espoir. Ce n'est pas si terrible, non. Lucie le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le laboratoire. Cet homme qui avait l'âge d'être son père. Ces rides autour de ses yeux qui parlaient de nuits sans sommeil et de larmes versées. Cette gentillesse désespérée dans son regard. « Parlez-moi d'elle, d'Anaïs. » Le visage de Marc s'illumina d'un sourire triste. Elle était lumineuse. C'est le seul mot qui me vient. Même bébé. Elle souriait tout le temps. Elle a marché à 10 mois parce qu'elle était trop impatiente d'explorer le monde. À 3 ans, elle connaissait le nom de toutes les fleurs du jardin. Les roses blanches, murmura Lucie. C'était ses préférées.
Marc la fixa, bouche bée. Comment ? Oui, elle les appelait les étoiles de la terre. Je ne sais pas d'où lui venait cette expression. Parce qu'elle brille même dans le noir. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Marc démarra la voiture d'une main tremblante. On devrait rentrer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange suspension du temps. Marc avait insisté pour que Lucie reste dans la maison principale, plutôt que dans les quartiers des employés. Sophie avait protesté avec véhémence, mais Marc était resté inflexible. Elle reste ici. Point final. Lucie se retrouva donc installée dans une chambre d'amis au 2e étage, 3 portes plus loin que celle de Maëlle. La petite fille était ravie. Elle passait ses journées à suivre Lucie partout, babillant joyeusement, lui tenant la main avec une confiance absolue. « Tu vois, je savais que tu étais ma sœur », déclarait-elle avec la certitude des enfants de 4 ans, le soir du 3e jour. Marc frappa à la porte de Lucie. Il tenait une boîte en carton poussiéreuse. « Je me suis dit que vous voudriez peut-être voir, enfin, si vous vous sentez prête. » Lucie ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, soigneusement rangés, des trésors d'enfance, un ours en peluche usé, des livres d'images, un petit carnet de dessins rempli de fleurs maladroites tracées au crayon de couleur, et tout au fond, un petit vêtement plié, une robe à fleurs blanches. Lucie la déplia, et le monde bascula. Elle connaissait cette robe. Elle la sentait contre sa peau. Elle se souvenait de la façon dont le tissu tournoyait quand elle dansait. Elle se souvenait « Je portais cette robe », murmura-t-elle. Le dernier jour, il faisait chaud, et maman, Céline, elle m'avait coiffée avec 2 nattes. Il y avait du monde à la maison, une fête. Et puis, elle s'interrompit. Le souffle court. Marc s'était assis à côté d'elle sur le lit, n'osant pas la toucher, mais si proche qu'elle sentait sa chaleur. Et puis, l'encouragea-t-il doucement, une femme, quelqu'un que je connaissais. Elle m'a dit qu'on allait faire une surprise, qu'il fallait que je sois sage et que je vienne avec elle. Je me souviens d'avoir pris sa main, et après, les larmes l'empêchaient de continuer. Marc, n'y tenant plus, la prit dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme une noyée, sanglotant contre son épaule. « Qui était cette femme ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous vous en souvenez ?»« Non, juste qu'elle avait les cheveux noirs, et qu'elle souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. » Un frisson parcourut Marc. Les cheveux noirs, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Non, ce n'est pas possible. Vous devriez vous reposer, » dit-il en se levant brusquement. « Les résultats arrivent demain ou après-demain. Il faut être en forme. » Il était presque à la porte quand Lucie l'appela. « Marc !» C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il se retourna. « Oui, peu importe ce que disent les résultats. Merci de m'avoir fait sentir que j'avais ma place quelque part. Même si ce n'est que pendant quelques jours. » Il hocha la tête, incapable de parler, et sortit rapidement, dans le couloir. Il tomba nez à nez avec Sophie qui remontait du rez-de-chaussée. Elle s'arrêta net en le voyant. « Il faut qu'on parle, » dit-elle d'une voix tendue. « Pas maintenant, Sophie. »« Si. Maintenant, Marc, tu ne peux pas sérieusement croire que cette fille est Anaïs ? C'est impossible. Les résultats nous le diront. Les résultats seront faussés par ton désespoir. Tu vois Anaïs partout depuis 21 ans, chaque fille aux cheveux châtains, chaque père d'yeux verts. Elle a la marque de naissance, Sophie. La même, au même endroit. Sophie pâlit visiblement. Les marques de naissance, ce n'est pas si rare. Ça ne prouve rien. Alors pourquoi tu as si peur ? La question la figea sur place. Pendant un instant, Marc vit quelque chose passer dans ses yeux. De la panique, de la culpabilité. « Je n'ai pas peur », mentit-elle. « Je m'inquiète pour toi, pour Maëlle. Si cette fille est une arnaqueuse, elle ne l'est pas. Tu ne peux pas en être sûr. Si, je peux, je le sais. Ici. » Il posa sa main sur son cœur. Sophie secoua la tête, les lèvres pincées. « Tu fais une terrible erreur. » Elle s'éloigna rapidement. Montant l'escalier vers ses appartements au 3e étage, Marc la regarda partir. Un doute glacial s'insinuant dans son esprit. Les cheveux noirs, le sourire qui n'atteignait pas les yeux. Non, sa propre sœur n'aurait jamais. Mais la graine du doute était plantée. Cette nuit-là, Lucie rêva. Elle avait 4 ans et courait dans le jardin de roses blanches. Quelqu'un l'appelait, une voix de femme, douce et trompeuse comme le miel. « Viens, ma chérie, viens voir la surprise. » Elle suivait la voix, confiante.
innocente. Et puis tout devenait noir. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant. Il faisait encore nuit. La maison dormait, mais par la fenêtre, elle vit de la lumière au 3e étage, dans la chambre de Sophie, et même de loin, même dans l'obscurité, Lucie aurait juré voir une silhouette qui faisait les 100 pas, encore et encore, comme une bête en cage. Le lendemain matin, Marc frappa à la porte de Lucie juste après le petit déjeuner. Son visage était pâle, creusé par une nuit blanche, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Venez avec moi, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Ils montèrent au grenier par un escalier étroit qui craquait sous leurs pas. L'air était épais, chargé de poussière et de souvenirs. Marc s'arrêta devant une porte en bois sombre, la main sur la poignée. Personne n'entre ici depuis des années, même pas moi. La plupart du temps, c'est trop. Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. La porte s'ouvrit dans un grincement plaintif. La lumière du matin filtrait à travers les volets mi-clos, dessinant des rayures dorées sur le sol. Et là, figée dans le temps comme un sanctuaire, la chambre d'Anaïs. Lucie fit un pas à l'intérieur et sentit ses jambes se dérober. Elle connaissait cette pièce, le petit lit avec sa couverture rose pâle, l'étagère remplie de livres d'images, le coffre à jouets peint en blanc avec des fleurs maladroites sur les côtés, la table miniature avec son service à thé en porcelaine. « Je peignais des fleurs sur tout », murmura-t-elle sans même s'en rendre compte. Maman disait que j'allais transformer la maison en jardin. Marc s'appuya contre le chambranle de la porte, les larmes aux yeux. Céline vous laissait faire. Elle trouvait ça adorable. Lucie s'approcha du coffre à jouets. Ses mains tremblaient quand elle souleva le couvercle. À l'intérieur, soigneusement rangés, des trésors d'enfance, des poupées, des peluches, des cubes en bois. Et au fond, une boîte à musique. Elle la prit avec une révérence qui la surprit elle-même. C'était une petite ballerine en porcelaine sur un socle doré. Sans réfléchir, elle tourna la clé, les premières notes résonnèrent dans la pièce silencieuse, et Lucie se mit à chanter. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Sa voix se brisa. Elle porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Je connais cette chanson. Je la chante parfois quand je suis seule, sans savoir pourquoi. Je croyais que c'était quelque chose que j'avais entendu à l'orphelinat. Mais c'était la préférée d'Anaïs, souffla Marc. Céline la lui chantait tous les soirs. Et Anaïs tournait avec sa boîte à musique jusqu'à tomber de vertige. Lucie serra la boîte contre sa poitrine, submergée par un flot de sensations. Elle se souvenait, bon sang, elle se souvenait. La chambre qui tournait, les bras de sa mère qui la rattrapait, le rire joyeux, la sécurité absolue d'être aimée. Il y avait un ours, dit-elle soudain, un ours avec un œil qui pendait. Je refusais de dormir sans lui. Marc ouvrit l'armoire d'une main tremblante. Il en sortit un vieil ours en peluche marron, l'œil gauche à moitié décollé. « Monsieur Câlin », murmura-t-il. « Vous l'appeliez Monsieur Câlin. » Lucie prit l'ours, et c'est comme si 21 ans s'effacèrent d'un coup. Elle enfouit son visage dans la fourrure usée et pleura. Des sanglots profonds, déchirants, venus du plus profond de son être. Marc s'agenouilla à côté d'elle et pour la première fois, l'enlaça vraiment, pas avec hésitation, pas avec retenue, comme un père qui retrouve son enfant. « Je suis désolé », répétait-il encore et encore. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Si, j'étais ton père. C'était mon rôle de te garder en sécurité. » Ils restèrent ainsi un long moment, accrochés l'un à l'autre au milieu de cette chambre fantôme, pleurant ensemble les années perdues. Quand ils redescendirent finalement, le visage rougi mais apaisé, Maëlle les attendait dans le hall, sautillant d'impatience. « Lucie, papa, venez voir. J'ai fait un dessin. » Elle leur tendit fièrement une feuille de papier couverte de traits maladroits. 3 silhouettes tenaient par la main, une grande, une moyenne, une petite. « C'est nous, » expliqua-t-elle. « Papa, moi et ma grande sœur. » Marc et Lucie échangèrent un regard chargé d'émotion. Maëlle, dans sa simplicité d'enfant, avait déjà accepté ce que les adultes avaient tant de mal à croire. « Il est magnifique », dit Lucie en prenant le dessin. « Je peux le garder. Bien sûr, c'est pour toi. » Sophie apparut en haut de l'escalier, les bras croisés.
Son visage était un masque de désapprobation. « Marc, tu as 1 minute. Il faut qu'on parle des contrats avec les fournisseurs. »« Plus tard, Sophie. »« C'est urgent. » J'ai dit plus tard. Le ton était sec, définitif. Sophie pinça les lèvres mais ne insista pas. Elle jeta un regard noir à Lucie avant de disparaître dans son bureau. « Elle ne m'aime pas beaucoup, » constata Lucie. « Elle a peur du changement. Et elle a ses propres démons. » Quelque chose dans sa voix alerta Lucie. « Vous pensez qu'elle sait quelque chose ?» Sur ce qui s'est passé. Marc hésita trop longtemps avant de répondre. « Je ne sais pas, mais j'ai engagé quelqu'un pour le découvrir. Quelqu'un. Un détective privé, Étienne Laurent. Il enquête sur votre passé, sur les circonstances de votre arrivée à l'orphelinat, et sur d'autres choses. » Quelles autres choses ? Marc détourna le regard, mal à l'aise. Les mouvements bancaires de la famille dans les semaines qui ont suivi la disparition d'Anaïs, les communications téléphoniques, tout ce qui pourrait nous donner un indice. Vous pensez que quelqu'un de votre famille est impliqué ? Ce n'était pas une question. Marc hocha la tête, le visage grave. Le jour où Anaïs a disparu, il y avait une garden party, des dizaines d'invités, mais aussi toute la famille, Sophie, mes cousins, mes oncles, n'importe qui aurait pu. Il s'interrompit, incapable de finir cette pensée terrible. « Les cheveux noirs », murmura Lucie. « Dans mon rêve, la femme avait les cheveux noirs. » Le sang se retira du visage de Marc. Sophie a les cheveux noirs. Le silence qui suivit était oppressant. Ni l'un ni l'autre n'osait formuler à voix haute ce qu'ils pensaient tous les deux. Maëlle, inconsciente de la tension, tirait sur la main de Lucie. « Viens, on va faire un pique-nique dans le jardin, papa. Tu viens aussi. » Marc se força à sourire. « Bien sûr, ma puce. Allons faire un pique-nique. » L'après-midi s'écoula dans une étrange normalité. Ils s'installèrent sous un grand chêne. Une nappe étendue sur l'herbe, un panier rempli de sandwichs et de fruits. Maëlle babillait joyeusement. Racontant des histoires sans queue ni tête, Lucie l'écoutait avec un sourire, laissant la légèreté de l'enfant chasser momentanément ses angoisses. Marc les observait toutes les deux et se surprenait à imaginer ce qui aurait pu être si Anaïs n'avait jamais disparu. Les anniversaires, les Noëls, les étés passés dans ce jardin, tout ce qui leur avait été volé. « À quoi tu penses, papa ?» demanda Maëlle. « Je pense que c'est un très bel après-midi, le plus bel après-midi du monde. » Elle se leva d'un bond et courut vers les rosiers. Lucie la suivit du regard, attendrie. « Elle est extraordinaire », dit-elle doucement. Comme sa grande sœur, leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Marc, Lucie lisait une acceptation qui allait au-delà du test ADN, au-delà des preuves. C'était une reconnaissance du cœur, viscérale et indéniable. « Marc, et si le test est négatif, et si je ne suis pas Anaïs, alors l'univers est cruel de nous avoir donné cet espoir, mais même dans ce cas, j'aimerais que tu restes dans nos vies, parce que Maëlle t'aime déjà, et que moi, » il s'interrompit, cherchant les mots justes, « et que vous » l'encouragea Lucie. « Et que moi aussi » Un cri joyeux de Maëlle brisa le moment. Elle revenait en courant, les mains pleines de pétales de rose. « Regardez, on va faire pleuvoir des fleurs. » Elle lança les pétales en l'air, et ils retombèrent en une pluie blanche et parfumée. Lucie et Marc riaient, couverts de pétales. Et pour un instant, ils étaient juste une famille heureuse sous le soleil d'été. Mais à la fenêtre du 3e étage, Sophie observait la scène, le visage durci par une détermination froide. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 21 ans. « C'est moi. On a un problème. Un gros problème. » Le soir venu, alors que Lucie bordait Maëlle dans son lit, la petite fille lui attrapa la main. « Tu vas rester pour toujours, dis. »« Je ne sais pas, ma puce. On verra ce que dit le test. Moi, je sais déjà. T'es ma sœur. Mon cœur le sait. » Lucie embrassa son front avec une tendresse qui la surprit elle-même. « Alors peut-être que ton cœur a raison. » Elle éteignit la lumière et sortit doucement, dans le couloir. Marc l'attendait. « Le laboratoire vient d'appeler. Les résultats seront prêts demain matin. Ils nous demandent de venir à 10h. Demain. Dans moins de 24 heures, ils sauraient ?» Lucie hocha la tête, incapable de parler. « Vous n'êtes pas seul, » dit Marc en prenant sa main. « Quel que soit le résultat, vous n'êtes plus seul, cette nuit-là, pour la première fois depuis des années. » Lucie s'endormit en se sentant en sécurité,
La nuit n'apporta pas le repos espéré. Vers minuit, le ciel se déchira dans un grondement de tonnerre qui fit trembler les vieux murs de la propriété Beaulieu. La pluie s'abattit avec violence, martelant les fenêtres comme autant de doigts impatients. Lucie se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les éclairs illuminèrent sa chambre par intermittence, projetant des ombres dansantes sur les murs. Elle se leva, attirée malgré elle vers la fenêtre. Le jardin était méconnaissable sous le déluge. Les rosiers ployaient sous l'assaut de la pluie, leurs pétales blancs arrachés et dispersés par le vent. Et quelque chose en Lucie se brisa, sans réfléchir. Elle attrapa un châle et descendit l'escalier pieds nus. Elle traversa le hall plongé dans l'obscurité, ouvrit la porte-fenêtre et sortit dans la tempête. La pluie la gifla immédiatement, trempant ses vêtements en quelques secondes. Le vent hurlait dans les arbres comme une bête en colère. Mais Lucie n'y prêtait pas attention. Elle courait vers le jardin de roses, vers ce lieu qui l'appelait depuis le premier jour. Elle tomba à genoux au milieu des massifs dévastés, levant son visage vers le ciel noir. « Pourquoi ?» cria-t-elle dans le fracas de l'orage. « Pourquoi ce jardin me parle? Pourquoi j'ai l'impression d'être chez moi ici? Qui suis-je » Les larmes se mêlaient à la pluie sur ses joues. Toute la tension des derniers jours, toute l'angoisse, toute la confusion explosait enfin. « Qui suis-je » hurla-t-elle encore, les poings enfoncés dans la terre détrempée. « Tu es ma fille !» La voix vint de derrière elle. Marc se tenait sous la pluie battante. Trempé lui aussi, le visage ruisselant, il avait dû la suivre. « Vous ne pouvez pas savoir ça !» sanglota Lucie. « Le test, on n'a pas encore les résultats. Je n'ai pas besoin du test, je le sais. » Il s'agenouilla à côté d'elle dans la boue, ignorant le déluge qui les noyait. « Je le sais, parce qu'aucune autre personne au monde ne comprendrait ce jardin comme tu le comprends. Je le sais, parce que Maëlle t'a reconnu au premier regard. Je le sais, parce que quand je te regarde, je vois Céline, je vois Anaïs, je te vois toi. J'ai peur, murmura Lucie. J'ai tellement peur que ce soit vrai, parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'on m'a volé ma vie. Ça veut dire que j'ai grandi seule alors que j'avais une famille. Ça veut dire que... » Sa voix se brisa. Marc l'attira contre lui et elle s'effondra, s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Il la berça sous la pluie, murmurant des mots apaisants qu'elle n'entendait pas vraiment, mais dont elle sentait la tendresse. « Je suis là maintenant, » disait-il. « Je suis là et je ne te laisserai plus partir. Plus jamais. » Un éclair particulièrement violent illumina le ciel. Dans cette brève lumière blanche, Marc aperçut la nuque de Lucie, ses cheveux plaqués par la pluie, la petite étoile. Il effleura la marque du bout des doigts, et ce simple geste scella quelque chose entre eux, une certitude qui transcendait la biologie et la génétique. « Viens, » dit-il doucement, « on va attraper la mort. » Il l'aida à se relever, et ils rentrèrent en titubant, épuisés, trempés jusqu'aux os. Dans le hall, Maëlle les attendait en robe de nuit, les yeux écarquillés. « Papa, Lucie, vous allez bien ?»« Oui, ma chérie, » assura Marc. « On allait juste sauver les roses. » Sous la pluie, la logique de l'enfance accepta cette explication sans broncher. Une gouvernante apparut, alertée par le bruit, et emmena Maëlle se recoucher. Marc accompagna Lucie jusqu'à sa chambre. « Changez-vous, prenez une douche chaude, je vous fais monter du thé. » « Marc, » il se retourna sur le seuil. « Merci de m'avoir suivi, de ne pas avoir pensé que j'étais folle. Tu n'es pas folle, tu es juste en train de te souvenir. » Une heure plus tard, sèche et enveloppée dans une robe de chambre douillette, Lucie sirotait son thé dans le petit salon attenant à sa chambre. Marc était reparti se changer. Lui aussi, la tempête grondait toujours dehors. Mais à l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée, repoussant l'humidité et le froid. On frappa à la porte. Marc entra, portant un plateau avec 2 verres et une bouteille d'Armagnac. « Le thé c'est bien, mais après ce qu'on vient de vivre, je crois qu'on mérite quelque chose de plus fort. » Il leur servit à chacun une généreuse rasade. Ils trinquèrent en silence et burent. L'alcool brûla agréablement dans la gorge de Lucie, la réchauffant de l'intérieur. « Racontez-moi ce qui s'est passé, » dit-elle soudain. « Le jour où Anaïs a disparu. » Marc ferma les yeux, comme si la seule pensée de ce jour lui faisait mal. « C'était une garden party, l'anniversaire de ma mère. Il devait y avoir 50, 60 personnes.
Anaïs portait sa robe blanche à fleurs, celle que tu as vue au grenier. Elle était si heureuse, elle courait partout, elle riait, et puis, à un moment, elle n'était plus là. Au début, on n'a pas paniqué. La propriété est grande. On pensait qu'elle jouait à cache-cache. Mais 1 heure a passé, puis 2. On a fouillé partout. Le jardin, la maison, les dépendances, rien. Sa voix se fait là. J'ai appelé la police à 18 heures. Ils ont lancé des recherches massives, des chiens, des hélicoptères, des plongeurs dans l'étang, pendant des semaines, des mois. Jamais la moindre trace, comme si elle s'était évaporée. Personne n'a rien vu. Les gens allaient et venaient. C'était le chaos. N'importe qui aurait pu sortir avec une enfant sans qu'on le remarque. Vous pensez que c'était prémédité ? Maintenant, oui. Sur le moment, je croyais à un enlèvement opportuniste. Mais si tu es vraiment Anaïs, si quelqu'un t'a emmené dans cet orphelinat près de Lyon, quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un en qui j'avais confiance, ils se regardèrent, la même pensée terrible se formant dans leurs esprits. Les cheveux noirs, murmura Lucie. À cet instant précis, la porte s'ouvrit brutalement. Sophie se tenait sur le seuil, le visage livide, les cheveux en désordre. Elle avait manifestement entendu. « Comment osez-vous » siffla-t-elle. « Comment osez-vous m'accuser ?»« Sophie, je n'ai rien dit. Tu n'as pas besoin de dire. Je le vois dans tes yeux, toi et cette manipulatrice. Attention à ce que tu dis, Sophie. » Le ton de Marc était glacial. Menaçant, Sophie eut un rire hystérique. « Ou quoi ? Tu vas me faire accuser d'un crime que je n'ai pas commis ? Sur la base de quoi ? D'un rêve flou ? De cheveux noirs ? La moitié de la famille a les cheveux noirs. Alors pourquoi es-tu si nerveuse ?» Le silence qui suivit était électrique. Sophie les fusillait du regard, les mains tremblantes de rage ou de peur. Impossible de dire. « Je suis nerveuse parce que je te vois détruire ta vie pour une étrangère. Parce que Maël s'attache à quelqu'un qui va probablement disparaître quand les résultats du test seront négatifs. Parce que tu es mon frère et que je t'aime. Imbécile. » Elle tourna les talons et sortit en claquant la porte. Marc se leva, hésitant à la suivre, mais Lucie l'arrêta. « Laissez, elle a besoin de temps. »« Elle a raison sur un point, » dit Marc en se rasseyant lourdement. « Je t'accuse sans preuve, juste à cause d'un détail physique. Mais vous ne me croyez pas vraiment coupable, n'est-ce pas ?» Marc ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était chargée de doute. « Je ne sais plus quoi croire. Sophie peut être difficile, froide parfois, mais enlever sa propre nièce, c'est monstrueux. Elle n'est pas un monstre. Les monstres ne portent pas toujours des cornes, » murmura Lucie. Un nouveau coup de tonnerre fit trembler la maison. À la fenêtre du 3e étage, invisible dans l'obscurité, Sophie composait fébrilement un numéro sur son téléphone. « C'est moi. Ils savent. Enfin, ils soupçonnent. Il faut qu'on se voie. Maintenant. » Une voix grésillante répondit, inaudible. « Je me fiche de l'heure. Je me fiche de la tempête. Si elle obtient ce test ADN, tout est fini, tu comprends. Tout. » Elle raccrocha et s'effondra sur son lit, la tête entre les mains. 21 ans. Elle avait cru que 21 ans suffiraient à effacer le passé, comme elle s'était trompée, au petit matin. Quand la tempête se calma enfin, le jardin ressemblait à un champ de bataille. Pétales arrachés, branches brisées, eau stagnante partout, Lucie et Marc se retrouvèrent sur la terrasse, contemplant les dégâts en silence. « On va tout réparer, » dit Marc. « Le jardin, notre famille, tout. Dans quelques heures, on saura la vérité. J'ai appelé le laboratoire. Les résultats sont prêts, ils nous attendent à 10 heures. » Lucie hocha la tête, le ventre noué d'appréhension. 10 heures. Dans 3 heures. Sa vie allait basculer d'une façon ou d'une autre. Marc prit sa main et la serra doucement. « Quoi qu'il arrive, tu as ta place ici. Tu m'entends ? Quoi qu'il arrive. » Mais tous deux savaient que rien ne serait jamais plus pareil après 10 heures. Le trajet jusqu'au laboratoire se déroula dans un silence pesant. Marc conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la route encore humide de la tempête nocturne. À ses côtés, Lucie observait le paysage défiler sans vraiment le voir, son estomac noué par une angoisse qui lui coupait le souffle. Dans 10 minutes, il saurait. « Tu veux que j'entre avec toi ?» demanda Marc en se garant sur le parking. « Non, je préfère
Je préfère être seule quand je l'ouvrirai. »« D'accord, je t'attends ici. » Lucie descendit de la voiture, les jambes tremblantes. La réceptionniste du laboratoire lui tendit une enveloppe blanche avec un sourire professionnel et détaché. Elle ne savait pas que dans cette enveloppe se trouvait peut-être toute une vie. Lucie ressortit sans l'ouvrir. Marc la vit revenir et sortit de la voiture. Ils se retrouvèrent debout sur le parking, l'enveloppe entre eux comme une sentence en attente. « Tu veux que je le fasse ?» proposa Marc. Lucie secoua la tête. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit déchirer le papier. Elle inspira profondément et ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent la page. Les mots dansaient devant elle. Mais un seul chiffre comptait vraiment. 99,9%. Probabilité de paternité. 99,9%. Le monde bascula, Lucie chancela, et Marc la rattrapa, la serrant contre lui pendant qu'elle essayait de respirer. De comprendre, d'accepter, c'est positif, murmura-t-elle. Marc, c'est positif. Je suis vraiment... Elle ne put finir. Les sanglots la submergeaient. 21 ans de solitude et de questions qui trouvaient enfin leur réponse. Marc pleurait aussi, le visage enfoui dans ses cheveux, répétant encore et encore « Ma fille, tu es ma fille, mon Anaïs ». Ils restèrent ainsi un long moment, accrochés l'un à l'autre sur ce parking banal, tandis que le monde continuait de tourner autour d'eux. Indifférent au miracle qui venait de se produire, le retour à la propriété fut surréaliste. Marc tenait la main d'Anaïs. Il fallait qu'elle s'habitue à ce prénom maintenant, sur le levier de vitesse. Il ne pouvait pas s'empêcher de la toucher, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Il faut qu'on le dise à Maëlle, » dit-il, « et à la famille, à Sophie aussi. » Le nom plana entre eux, chargé de non-dits. Oui, à Sophie aussi. Quand ils entrèrent dans la propriété, Maëlle les attendait sur les marches, sautillant d'impatience. Alors, c'est quoi le résultat ? Marc s'agenouilla devant sa petite fille, un sourire radieux illuminant son visage. « Tu avais raison, ma chérie. Lucie est vraiment ta grande sœur. »« Je le savais, » cria Maëlle en se jetant dans les bras d'Anaïs. « Je le savais depuis le début. Mon cœur le savait. » Anaïs serra la petite contre elle, submergée par une vague d'amour pour cet enfant qu'il avait accepté sans condition, sans doute. « Alors maintenant tu vas rester pour toujours ?» demanda Maëlle. « Oui, pour toujours. » Ce soir-là, Marc organisa un dîner familial. Il avait convoqué tous les beaux lieux encore vivants, oncles, tantes, cousins, et bien sûr, Sophie. Elle arriva la dernière, le visage fermé, évitant soigneusement le regard d'Anaïs. Elle s'assit le plus loin possible, ses mains crispées sur son sac. Quand tout le monde fut installé dans le grand salon, Marc se leva, tenant l'enveloppe du laboratoire. « Merci d'être venu. J'ai une annonce importante à faire. Une annonce qui va changer beaucoup de choses. » Le silence se fit. Tous les regards étaient braqués sur lui. Il y a 2 semaines, j'ai engagé une nouvelle jardinière, Lucie Moreau. Ou du moins, c'est le nom qu'elle portait. Il fit une pause, savourant ce moment qu'il avait attendu pendant 21 ans. Aujourd'hui, j'ai reçu les résultats d'un test ADN. Et ces résultats confirment ce que mon cœur savait déjà. Il tendit la main vers Anaïs qui se leva, tremblante, sous les regards stupéfaits de l'assemblée. Lucie Moreau est ma fille. Elle est Anaïs Beaulieu, enlevée il y a 21 ans et qui est enfin revenue à la maison. L'explosion de réaction fut immédiate. Certains se levèrent d'un bond, incrédules. D'autres fondirent en larmes. Des questions fusèrent de toutes parts. Comment est-ce possible ? Où était-elle tout ce temps ? Qui l'a enlevée ? Mais Anaïs ne voyait que Sophie. Sa tante était devenue livide, les lèvres tremblantes, les yeux écarquillés de terreur. Marc leva la main pour demander le silence. J'ai également engagé un détective privé, Étienne Laurent, pour enquêter sur les circonstances de la disparition d'Anaïs. Il fit signe à un homme en costume qui se tenait près de la porte. Étienne s'avança, une mallette à la main. « Monsieur Laurent, si vous voulez bien. » Le détective ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Mes recherches ont révélé des éléments troublants. 1 semaine après la disparition d'Anaïs Beaulieu, un virement de 50 000 € a été effectué depuis un compte appartenant à Sophie Beaulieu vers le compte d'un certain Pierre Dubois, agriculteur dans la région de Lyon. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Sophie se leva d'un bond. C'est ridicule, c'était un prêt. Pierre était un vieil ami de la famille. Un vieil ami que personne d'autre ne connaissait.
continua Étienne imperturbable. Un vieil ami, qui sur son lit de mort il y a 3 ans, a écrit une lettre de confession à sa femme Margot. Une lettre dans laquelle il avouait avoir été payé pour enlever une petite fille lors d'une garden party et la déposer dans un orphelinat près de Lyon. Le silence était assourdissant. Tous les visages s'étaient tournés vers Sophie. « Margot Dubois a conservé cette lettre, » reprit Étienne. « Elle me l'a remise hier soir. Elle est prête à témoigner. » Marc s'approcha de sa sœur, le visage dur comme la pierre. « Tu m'as volé ma fille. Tu m'as volé 21 ans. Pourquoi, Sophie? Pourquoi ?» Sophie reculait, dos au mur, prise au piège. Son regard affolé allait de visage en visage. Cherchant une issue, un allié, elle n'en trouva aucun. Je ne voulais pas. « Réponds !» rugit Marc. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et quelque chose se brisa en Sophie. Toutes les années de mensonges, de culpabilité enfouie, de terreur que la vérité n'éclate, explosèrent d'un coup. « Parce que tu avais tout !» hurla-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Tout, les affaires prospères, la belle maison, la femme parfaite, la fille adorable. Et moi j'avais quoi? J'étais juste la petite sœur qu'on ne remarquait jamais. Même nos propres parents te préféraient. Alors tu as enlevé mon enfant, par jalousie. Je voulais juste que tu souffres comme je souffrais. Je voulais que tu saches ce que c'était de perdre quelque chose. Je ne pensais pas. Je ne savais pas que Céline allait... » Elle s'effondra en sanglots, mais personne ne fit un geste pour la réconforter. « Maman est morte de chagrin, » dit Marc d'une voix blanche. 2 ans après la disparition d'Anaïs. Elle est morte parce qu'elle ne supportait plus de vivre sans sa fille. Et c'est toi qui as fait ça. Anaïs s'avança, le visage ruisselant de larmes. Elle regarda cette femme qui lui avait volé toute son enfance, toute sa famille, toutes ses années. « Vous ne m'avez pas seulement volé mon enfance, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Vous avez volé les dernières années de ma mère. Vous avez volé 21 ans à mon père. Vous avez détruit des vies entières, pour de la jalousie. » Sophie ne répondait plus. Elle était recroquevillée contre le mur, brisée, défaite. Marc sortit son téléphone. « J'appelle la police. »« Non, » supplia Sophie. « Marc, je t'en prie, je suis ta sœur. »« Tu n'es plus ma sœur. Ma sœur est morte le jour où tu as touché à ma fille. » Il composa le numéro pendant que 2 cousins retenaient Sophie qui tentait de fuir. 10 minutes plus tard, les sirènes retentissaient dans l'allée. Les policiers emmenèrent Sophie, menottes au poignet, sous les regards horrifiés et accusateurs de toute la famille. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois vers Marc. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Il ne répondit pas. Il tenait Anaïs et Maëlle contre lui, protégeant enfin sa famille, comme il aurait dû le faire 21 ans plus tôt, quand la maison fut enfin vide, quand tous les proches furent partis, encore sous le choc de ce qu'ils venaient d'apprendre. Marc, Anaïs et Maëlle se retrouvèrent seuls dans le grand salon. Maëlle s'était endormie sur le canapé, épuisée par les émotions de la journée. Marc la porta jusqu'à sa chambre, l'aborda tendrement, puis redescendit. Anaïs l'attendait dans le jardin, debout au milieu des rosiers blancs sous la lumière argentée de la lune. « C'est vraiment fini », murmura-t-elle quand il la rejoignit. « Oui, c'est fini. Je ne sais pas comment je suis censée me sentir, soulagée, en colère, triste. Tu as le droit de ressentir tout ça à la fois. » Elle se tourna vers lui, cet homme qui était son père, cet étranger qui était sa famille. « Apprends-moi, » dit-elle doucement. « Apprends-moi à être Anaïs à nouveau. Apprends-moi à être ta fille. » Marc la serra dans ses bras, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « On apprendra ensemble. On a tout le temps maintenant. » Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient, témoins silencieux de ce miracle. Dans le jardin de roses blanches, une famille brisée commençait enfin à guérir. Les jours qui suivirent l'arrestation de Sophie furent étranges, suspendus entre soulagement et douleur. La vérité était enfin révélée, mais elle laissait dans son sillage un océan de questions sans réponse. Anaïs, elle s'efforçait maintenant de penser à elle-même sous ce nom, passait ses journées à redécouvrir la propriété. Chaque coin, chaque recoin déclenchait des souvenirs fragmentés. L'arbre où elle grimpait, le banc où Céline lisait des histoires, la fontaine où elle faisait flotter des bateaux en papier. Marc l'accompagnait dans cette exploration mémorielle, comblant les blancs avec ses propres souvenirs. C'était une reconstruction à deux, douloureuse mais nécessaire. Tu adorais te cacher dans le cellier,
racontait-il un après-midi. On te cherchait partout pendant des heures. Tu trouvais ça hilarant. Je me souviens de l'odeur, le bois humide et quelque chose de sucré, les confitures de ta mère. Elle passait ses étés à faire des conserves. Chaque détail était un fil qui retissait la tapisserie de son passé. Maëlle, quant à elle, était aux anges. Elle suivait Anaïs partout, l'appelant sans cesse « ma sœur », comme si elle craignait qu'utiliser son prénom ne rompe le charme. « On va partager ma chambre », demandait-elle avec espoir. « Tu ne préférerais pas garder ton espace à toi ?»« Non, je veux qu'on soit ensemble tout le temps. » Leur complicité grandissait de jour en jour, naturelle et évidente. Anaïs découvrait ce que c'était d'avoir une petite sœur, et ce sentiment la remplissait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Mais au milieu de cette reconstruction, une ombre persistait. Sophie, elle avait été placée en détention provisoire en attendant son procès. Les charges étaient accablantes. Enlèvement d'enfants, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui. Elle risquait une peine de prison conséquente. Et pourtant, Anaïs ne parvenait pas à la haïr complètement. Une semaine après son arrestation, elle reçut une lettre. L'écriture était tremblante, presque illisible par endroits. « Anaïs, je ne mérite pas ton pardon. Je ne mérite même pas que tu lises ces mots. Mais je dois essayer de t'expliquer, même si rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Quand tu es né, j'avais 23 ans. Marc était déjà le golden boy de la famille. Brillant, prospère, heureux. Moi, j'étais juste Sophie, celle qui n'était jamais assez bien. Nos parents comparaient tout, mes notes aux siennes, mes emplois aux siens, ma vie à la sienne. Quand il a épousé Céline, si belle, si parfaite, j'ai senti la jalousie me ronger. Et quand tu es née, cette adorable petite fille qui ressemblait tant à ta mère, quelque chose en moi s'est brisé. Je voulais qu'il souffre, juste une fois. Je voulais qu'il sache ce que c'était d'être moins que parfait. J'ai payé Pierre Dubois. Je lui ai dit que c'était une blague, que je voulais juste effrayer Marc pendant quelques heures. Mais quand j'ai vu la douleur dans ses yeux, quand j'ai vu Céline se décomposer jour après jour, je n'ai pas pu avouer. J'étais trop lâche. Et puis les jours sont devenus des semaines. Les semaines des mois. Et il était trop tard. Beaucoup trop tard. Je pensais à toi constamment. Je me demandais si tu étais heureuse, si on te traitait bien. Pierre m'avait assuré que l'orphelinat était respectable. Mais ça ne changeait rien. Je t'avais volé ta famille. Quand tu es revenue, j'ai eu peur. Pas seulement d'être découverte. J'ai eu peur de devoir affronter ce que j'avais fait, de voir le résultat de ma cruauté en face. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonne pas moi-même. Mais je voulais que tu saches que mon crime était motivé par la jalousie. Pas par la haine. Je ne t'ai jamais haï, toi. C'est ma propre médiocrité que je haïssais. Je suis désolée. Pour tout. Sophie Anaïs relut la lettre 3 fois, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Marc la trouva ainsi, assise dans le jardin, la lettre tremblant entre ses mains. Elle t'a écrit. Anaïs lui tendit la lettre. Il la lut en silence, son visage se durcissant à chaque ligne. De la jalousie, cracha-t-il quand il eut terminé. Elle a détruit nos vies par jalousie. Elle souffrait. Et alors, tout le monde souffre. Ça ne donne pas le droit de... Il s'interrompit, trop furieux pour continuer. Anaïs posa doucement sa main sur son bras. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est excusable. Je dis juste que je comprends la douleur qui l'a poussée à le faire. Tu es trop bonne. Non, je suis juste fatiguée de la haine. J'ai passé 21 ans à me sentir vide. Je ne veux plus perdre d'énergie à haïr. Marc la regarda longuement, avec une admiration mêlée de tristesse. Ta mère était comme ça, toujours capable de voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne le méritaient pas. Parle-moi d'elle, de maman. Ils s'assirent sur le banc, celui-là même où Céline lisait autrefois. Et Marc parla. Il parla de leur rencontre, de leur amour, de la joie qu'elle avait éprouvée en devenant mère. Il parla de la façon dont elle s'était éteinte lentement, après la disparition d'Anaïs, comme une bougie qui manque d'oxygène. Elle tenait ta chambre impeccable. Chaque jour, elle changeait les draps, époussetait les meubles, comme si tu allais revenir à tout moment. Et puis un jour, elle n'est plus sortie du lit. Elle a juste abandonné. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Tu étais une enfant. Ce n'était pas ta faute. Je sais, mais ça fait quand même mal.
Ils restèrent ainsi un long moment, unis dans leur chagrin partagé. Le soir même, Anaïs prit une décision. « Je veux voir Sophie. » Marc faillit s'étrangler avec son vin. « Quoi ? Non, absolument pas. J'ai besoin de la voir, de lui parler. Anaïs, cette femme t'a enlevé. Elle t'a volé ta vie. Je sais. C'est justement pour ça que j'ai besoin de lui parler. Pour comprendre, pour pouvoir tourner la page. Tu es sûre ? Non, mais je dois le faire quand même. » Marc céda finalement. À contre-cœur, 2 jours plus tard, ils se rendaient ensemble au centre de détention. Sophie parut choquée quand elle les vit entrer dans le parloir. Elle avait vieilli de 10 ans en 1 semaine. Ses cheveux étaient ternes, ses yeux cernés, son teint cireux. « Tu es venue, murmura-t-elle en fixant Anaïs. « J'ai lu ta lettre et je veux comprendre, vraiment comprendre. » Sophie se mit à pleurer. De gros sanglots qui secouaient tout son corps. « Il n'y a rien à comprendre. J'étais jalouse, pathétiquement, misérablement jalouse. Et j'ai commis l'irréparable. Pourquoi n'as-tu jamais avoué, même quand maman, quand Céline est morte, parce que j'étais lâche, parce que chaque jour qui passait rendait l'aveu plus impossible. Comment dire à ton frère que tu as tué sa femme et volé sa fille ? Tu ne m'as pas tuée. Je suis là. Mais je t'ai volé 21 ans. C'est presque pire. » Anaïs inspira profondément, cherchant les mots justes. « Ces 21 ans ont fait de moi ce que je suis. Ils m'ont appris la solitude, mais aussi la résilience. Ils m'ont appris à me construire seule. Ce n'était pas ce qui aurait dû arriver, mais c'est arrivé, et je suis encore debout. Comment peux-tu ne pas me haïr ? Oh, je te hais. Une partie de moi te haïra toujours pour ce que tu m'as pris. Mais une autre partie comprend que tu as souffert aussi. Pas autant que nous, mais tu as souffert quand même. » Sophie pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler. « Je ne mérite pas ta compassion. Non, tu ne la mérites pas, mais je te la donne quand même, parce que la haine, ça empoisonne. Et j'ai déjà perdu assez de temps. » Marc, resté silencieux jusque-là, prit la parole pour la première fois. « Je ne te pardonnerai jamais. »« Sophie, mais tu comprends ça ? Jamais, je sais. Mais Anaïs a raison. La haine ne nous ramènera pas le temps perdu. Alors, je vais faire ce que je peux pour l'oublier et me concentrer sur ce qui compte, ma famille. Vous allez bien vous occuper d'elle ?» demanda Sophie, presque suppliante. De Maël aussi. Comme j'aurais dû le faire il y a 21 ans, la visite se termina dans un silence lourd. En sortant, Anaïs se sentait vidée, mais aussi étrangement légère, comme si un poids qu'elle portait sans le savoir venait de se soulever. « Tu te sens mieux ?» demanda Marc dans la voiture. « Je ne sais pas, mais je me sens complète. Pour la première fois depuis que je suis revenue, je me sens complète. » Marc prit sa main et la serra. « Rentrons à la maison. » À la maison. Les mots n'avaient jamais eu autant de sens. Les semaines qui suivirent la visite à Sophie furent un étrange mélange de normalité et de reconstruction. Anaïs oscillait constamment entre 2 identités. Lucie, la jardinière solitaire qu'elle avait été pendant 21 ans, et Anaïs, l'héritière Beaulieu qu'elle redécouvrait peu à peu. Certains matins, elle se réveillait paniquée, ne sachant plus où elle était, qui elle était. Marc avait appris à reconnaître ces moments. Il frappait doucement à sa porte, entrait avec une tasse de café et s'asseyait simplement à côté d'elle jusqu'à ce que le monde reprenne sa place. « Ça va passer », lui disait-il. « Donne-toi du temps. Et si je ne redeviens jamais complètement Anaïs, alors tu seras un mélange des deux. Et c'est très bien aussi. » Les démarches administratives s'accumulaient, recouvrer son identité légale, récupérer ses droits, modifier tous les documents officiels. C'était épuisant et surréaliste. Anaïs signait des papiers qui transformaient officiellement Lucie Moreau en Anaïs Beaulieu, effaçant administrativement 21 ans d'existence. « C'est comme mourir et renaître en même temps », confia-t-elle un soir à Marc. « Tu n'es pas morte. Tu reviens juste d'un très long voyage. » L'avocat de la famille avait expliqué qu'Anaïs héritait automatiquement de tout ce qui lui revenait de droit. Une partie de la fortune familiale, des actions dans l'entreprise, des biens immobiliers, des chiffres astronomiques qui ne signifiaient rien pour elle. « Je ne veux pas de cet argent », avait-elle protesté. « C'est le tien, ta mère l'avait mis de côté pour toi. Alors utilise-le pour quelque chose d'utile, pour aider d'autres enfants perdus. » L'idée avait germé à partir de cette conversation.
Marc et Anaïs passèrent des heures à échafauder un projet, transformer une partie de la propriété en fondation pour les familles d'enfants disparus, un lieu de ressources, de soutien, d'espoir. On l'appellera la Fondation Céline, proposa Marc. En mémoire de maman, c'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, naturellement. Marc dut sortir de la pièce pour cacher ses larmes. Maëlle était devenue l'encre d'Anaïs dans cette nouvelle vie. La petite fille ne connaissait pas les complexités des adultes, les luttes d'identité, les traumatismes enfouis. Pour elle, tout était simple. Lucie était sa sœur, point final. « Tu sais ce qu'on devrait faire ?» demanda-t-elle un après-midi pluvieux. « Quoi, ma puce ? Des bracelets de sœurs. Comme ça, tout le monde saura qu'on est ensemble pour toujours. » Elles passèrent l'après-midi à tresser des fils colorés. Assise sur le tapis du salon, Maëlle babillait joyeusement, racontant des histoires sans queue ni tête, et Anaïs l'écoutait avec un sourire attendri. « Tu sais quoi ?» dit soudain Maëlle en levant ses grands yeux verts. « Je suis contente que tante Sophie t'ait emmenée. » Anaïs sursauta. « Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? » « Oh, parce que si elle l'avait pas fait, tu serais jamais partie. Et si t'étais jamais partie, tu pourrais pas revenir. Et revenir, c'est encore mieux que de jamais partir, non ? » La logique d'enfant était à la fois absurde et profondément vraie. Anaïs serra Maëlle contre elle, le cœur gonflé d'amour. « Tu es très sage pour tes 4 ans. Presque 5. Mon anniversaire est dans 2 mois. Alors il va falloir organiser une grande fête. Avec toi et papa. Et des ballons et un gros gâteau. Avec tout ce que tu veux. » Marc, qui les observait depuis le seuil, sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ces 2 filles, enfin réunies, 21 ans trop tard, mais réunies quand même, un matin, Anaïs décida qu'il était temps d'affronter un dernier démon. Elle demanda à Marc de la conduire au cimetière. Ils se tinrent devant la tombe de Céline Beaulieu, une simple pierre de granit blanc avec des roses gravées. Marc n'était pas venu depuis des mois. C'était trop douloureux. « Bonjour, maman », murmura Anaïs, en posant une main sur la pierre froide. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais sa voix était ferme. « Je sais que tu ne peux pas m'entendre, ou peut-être que si, je ne sais pas, mais j'avais besoin de venir, de te dire que je suis désolée de ne pas avoir été là, désolée que tu sois morte de chagrin à cause de moi. » « Ce n'était pas à cause de toi, » intervint Marc doucement. « Je sais, mais ça fait du bien de le dire quand même. » Elle s'agenouilla dans l'herbe humide, traçant du doigt les lettres gravées. « Papa me dit que tu chantais tout le temps, que tu aimais faire des confitures, que tu me lisais des histoires sur ce banc dans le jardin. Je voudrais me souvenir de tout ça. Je voudrais te connaître. » Marc s'agenouilla à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Elle te connaissait, elle t'aimait plus que tout au monde. Et je suis certain que, où qu'elle soit maintenant, elle est heureuse de te savoir revenue. Tu crois vraiment ça ? J'en suis sûre. » Ils restèrent ainsi un long moment, unis dans leur deuil et leur amour pour cette femme qui leur manquait à tous les deux. En repartant, Anaïs se sentit plus légère, comme si une conversation silencieuse avait eu lieu, un pardon tacite échangé. Le soir même, Marc organisa un dîner en tête-à-tête, juste eux deux. Maëlle dormait chez une cousine, et la grande maison était silencieuse. Ils mangèrent sur la terrasse, sous les étoiles, savourant la douceur de la nuit d'été. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit Marc en reposant son verre. « Ces dernières semaines avec toi, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait. » Après Maëlle, bien sûr, tu ne regrettes pas que je sois si différente d'Anaïs. Tu es Anaïs, juste une version qui a grandi différemment, et je t'aime exactement comme tu es. Les mots simples touchèrent Anaïs en plein cœur. Moi aussi, je t'aime. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Je t'aime, papa. Marc dut détourner le regard, submergé par l'émotion, entendre ce mot dans sa bouche, après tant d'années. J'ai quelque chose pour toi, dit-il en sortant un petit écrin de sa poche. Anaïs l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposait un collier délicat, celui de la boîte trouvée par Maëlle, nettoyé et restauré. Il appartenait à ta mère. Elle te l'avait offert pour tes 4 ans, quelques semaines avant. Enfin, je veux que tu l'aies. Anaïs le sortit délicatement de l'écrin. Le pendentif en forme de rose brillait doucement dans la lumière des bougies. Tu m'aides à le mettre. Marc attacha le collier autour de son cou avec des gestes tremblants. Quand ce fut fait, Anaïs toucha le pendentif, sentant le poids familier contre sa peau. « Je me souviens de ça », murmura-t-elle.
Je me souviens du jour où elle me l'a donné. Il y avait un gâteau au chocolat et des ballons roses. Tu te souviens vraiment ? Oui, ça revient, par petits bouts, mais ça revient. Marc la serra dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. On va créer de nouveaux souvenirs aussi, des tonnes de nouveaux souvenirs. Promis, cette nuit-là, Anaïs rêva, mais ce n'était plus un cauchemar fragmenté. C'était un vrai souvenir, clair et lumineux. Elle avait 4 ans et courait dans le jardin de roses blanches. Céline la poursuivait en riant, ses cheveux blonds flottant au vent. Marc lisait sur la terrasse, levant la tête de temps en temps pour les regarder avec tendresse. « Maman !» criait la petite Anaïs. « Attrape-moi, je vais te prendre, mon cœur. » Céline l'attrapait, la faisait tournoyer dans les airs, et Anaïs riait aux éclats, le monde tournant autour d'elle dans une explosion de bonheur. « Je t'aime jusqu'à la lune et retour », disait Céline en l'embrassant. « Et moi je t'aime jusqu'aux étoiles et retour ». Le rêve se dissipa doucement, laissant Anaïs dans un état de paix profonde. Elle se réveilla avec les joues humides, mais un sourire aux lèvres. Elle descendit dans le jardin, pieds nus dans l'herbe fraîche de la nuit. Les roses blanches brillaient sous la lune, leurs pétales argentés semblant presque phosphorescents. « Je suis rentrée, maman », murmura-t-elle au vent. « Je suis enfin rentrée. » Et quelque part, dans le murmure des feuilles et le parfum des roses, elle aurait juré entendre une réponse. « Bienvenue à la maison, mon cœur. » Marc la trouva ainsi au petit matin, endormie au milieu des rosiers, un sourire paisible sur le visage. Il la recouvrit délicatement d'une couverture et s'assit à côté d'elle pour monter la garde. Sa fille était revenue. Enfin, vraiment revenue. L'automne arriva avec ses couleurs dorées et ses matins frais. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation, et la vie avait trouvé un nouveau rythme à la propriété Beaulieu. Un rythme fait de petits bonheurs quotidiens et de guérisons progressives. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui était le jour du procès de Sophie. Marc avait proposé à Anaïs de ne pas y assister, mais elle avait refusé. « J'ai besoin d'être là pour boucler la boucle. »« Tu es sûre ? Ça va être difficile. »« Je sais, mais je dois le faire. » Ils laissèrent Maëlle avec la gouvernante et prirent la route du tribunal. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La salle d'audience était bondée. L'affaire avait fait grand bruit dans la presse. L'héritière disparue, la tante jalouse, les 21 ans volés, les journalistes se bousculaient au premier rang. Sophie entra, encadrée par 2 gendarmes. Elle avait encore maigri, ses vêtements flottant sur son corps amaigri, quand son regard croisa celui d'Anaïs. Elle détourna les yeux, honteuse. Le procès dura toute la journée. Le procureur dressa un portrait accablant. Préméditation, manipulation, mensonge pendant plus de 2 décennies. Les avocats de Sophie plaidèrent les circonstances atténuantes. Invoquant la souffrance psychologique, le poids de la culpabilité portée pendant des années, Margot Dubois témoigna, visiblement rongée par le remords. Elle raconta comment son défunt mari avait été contacté par Sophie, comment il avait accepté l'argent pour enlever une petite fille lors d'une fête, comment il l'avait déposée devant un orphelinat avec juste un petit sac de vêtements. « Il me l'a avoué sur son lit de mort », dit-elle en pleurant. « Il ne pouvait pas partir sans se libérer de ce poids. J'ai gardé sa lettre de confession pendant 3 ans, avant de la donner au détective. J'aurais dû le faire plus tôt, je suis désolée. » Étienne Laurent présenta ses preuves. Les virements bancaires, les témoignages, la chronologie minutieuse qui reconstruisait le crime. Puis ce fut au tour d'Anaïs de témoigner. Elle s'avança à la barre. Le cœur battant, toutes les têtes étaient tournées vers elle. Marc lui adressa un signe d'encouragement depuis son siège. « Mademoiselle Beaulieu », commença l'avocat général, « pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu ces 21 années ?» Anaïs prit une grande inspiration. « J'ai grandi sans savoir qui j'étais, sans famille, sans racines. Les autres enfants à l'orphelinat avaient au moins une histoire, même triste. Moi, je n'avais rien, juste un vide béant là où aurait dû être mon passé. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « J'ai appris à me construire seule, à ne compter que sur moi. J'ai appris que l'amour était quelque chose dont les autres parlaient, mais que je ne connaîtrais jamais vraiment. Et aujourd'hui, que ressentez-vous envers l'accusé ?» Anaïs regarda Sophie directement pour la première fois. De la colère, une colère immense pour tout ce qu'elle m'a volé. Les Noëls en famille, les anniversaires, les étés dans le jardin,
les dernières années de ma mère, la chance de grandir avec mon père. Avec ma petite sœur qui n'était même pas née quand on m'a enlevée, elle marqua une pause, les larmes coulant librement, mais aussi de la tristesse pour elle, parce qu'elle a gâché sa propre vie autant que la mienne. Elle a passé 21 ans à porter ce secret, cette culpabilité. Elle a perdu sa famille, sa liberté, tout, par jalousie. Lui pardonnez-vous? Le silence dans la salle était absolu. Même les journalistes avaient arrêté de griffonner. Je ne sais pas encore. Un jour. Peut-être. Pour l'instant. Je cherche juste à vivre, à rattraper le temps perdu, à construire l'avenir que j'aurais dû avoir. Quand Anaïs retourna s'asseoir, Marc lui prit la main et la serra fort. Sophie témoigna en dernier. Sa voix était à peine audible. Je n'ai aucune excuse. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai détruit des vies par égoïsme pur. La jalousie m'a transformée en monstre. Elle leva les yeux vers Anaïs. Si je pouvais revenir en arrière, je donnerais tout pour effacer ce jour. Mais je ne peux pas. Alors tout ce que je peux faire, c'est accepter les conséquences de mes actes et essayer, d'une manière ou d'une autre, de racheter l'irréparable. Le jury se retira pour délibérer. 3 heures d'attente insupportable. Marc et Anaïs sortirent reprendre l'air, incapables de rester dans l'atmosphère étouffante du tribunal. « Comment tu te sens ?» demanda Marc. Vide, soulagé, triste, tout à la fois. Moi aussi, quand ils furent rappelés dans la salle, le président du tribunal annonça le verdict d'une voix solennelle. L'accusée, Sophie Beaulieu, est reconnue coupable d'enlèvement d'enfants, de séquestration et d'obstruction à la justice. La Cour la condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 avec sursis, compte tenu de sa collaboration tardive et de ses remords manifestés. Sophie s'effondra en larmes. 10 ans de prison. C'était à la fois beaucoup et peu pour 21 ans volés. Anaïs ne ressentit ni joie ni satisfaction, juste une profonde lassitude. Dehors, sur les marches du tribunal, les journalistes les assaillirent de questions. Marc les écarta fermement. Ma fille et moi souhaitons maintenant nous concentrer sur notre famille et notre avenir. Merci de respecter notre vie privée. Dans la voiture, le silence était pesant. C'est fini, dit finalement Anaïs. Vraiment fini. Oui, maintenant, on peut avancer. Les semaines suivantes furent consacrées au projet qui leur tenait à cœur, la Fondation Céline. Marc et Anaïs travaillèrent d'arrache-pied pour transformer l'aile ouest de la propriété en centre d'accueil pour les familles d'enfants disparus, des salles de réunion, des bureaux pour les enquêteurs bénévoles, une bibliothèque de ressources, un espace de soutien psychologique. Mais maman aurait adoré ça, dit Anaïs en visitant les travaux. Elle aurait été fière de toi. L'inauguration eut lieu un samedi ensoleillé d'octobre. Des dizaines de familles vinrent, certaines cherchant encore leurs enfants depuis des années, d'autres les ayant miraculeusement retrouvés, grâce à l'attention médiatique suscitée par l'histoire d'Anaïs. Marc prit la parole devant l'Assemblée. Cette fondation porte le nom de ma femme, Céline, qui est morte de chagrin après la disparition de notre fille. Elle porte aussi l'espoir que personne d'autre ne vive ce que nous avons vécu, que chaque enfant perdu puisse retrouver son chemin vers la maison. Anaïs dévoila la plaque commémorative, Fondation Céline Beaulieu, pour que chaque enfant retrouve son jardin. Les premiers cas arrivèrent rapidement, une fillette retrouvée grâce au réseau de bénévoles, un adolescent identifié par reconnaissance faciale. Chaque réunion familiale était une petite victoire, un baume sur leurs propres blessures. « On change vraiment les choses », dit Anaïs un soir. « Toi, tu changes les choses. C'était ton idée. C'était notre idée. » L'équipe de la fondation grandit. Psychologues, enquêteurs, bénévoles, le jardin de Rose Blanche devint un lieu de pèlerinage pour les familles, un symbole d'espoir. Un après-midi, une femme se présenta avec sa fille de 10 ans, disparue 6 ans plus tôt et retrouvée grâce au travail de la fondation. Elle serra Anaïs dans ses bras en sanglotant. « Merci, merci de nous avoir redonné espoir. » Anaïs la tint contre elle, comprenant mieux que quiconque la profondeur de cette douleur et de cette joie mêlée. En novembre, Maëlle fêta ses 5 ans. La fête fut grandiose. Ballons, gâteau immense, tous les cousins et amis. Mais le moment le plus précieux fut celui où elle souffla ses bougies, entourée de son père et de sa sœur. « Fais un vœu, ma puce », encouragea Marc. Maëlle ferma les yeux très fort, puis les rouvrit avec un immense sourire. « J'ai souhaité qu'on soit toujours ensemble, tous les 3,
Pour toujours, et encore après, Anaïs et Marc échangèrent un regard ému. « Ce vœu est déjà réalisé », dit Anaïs en embrassant le front de sa petite sœur. Ce soir-là, quand tous les invités furent repartis, ils s'assirent tous les trois dans le jardin. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel violet. « Papa ?» demanda Maëlle. « Maman Céline. Elle voit les étoiles d'en haut. J'en suis sûre. Alors elle nous voit aussi. Oui, ma chérie. Elle nous voit et elle est heureuse qu'on soit ensemble. » Maëlle se blottit entre son père et sa sœur. Satisfaite de cette réponse, Anaïs leva les yeux vers le ciel. Quelque part parmi ces étoiles, elle aimait imaginer que Céline les regardait, que Sophie purgeait sa peine, que la justice, imparfaite mais réelle, avait suivi son cours, mais surtout, elle était reconnaissante pour ce moment, pour cette famille retrouvée, pour ce jardin qu'il avait attendu pendant 21 ans. « Je t'aime jusqu'aux étoiles et retour », murmura-t-elle. « Et moi jusqu'à la lune et retour », cria Maëlle. Marc les serra toutes les deux contre lui, le cœur enfin en paix. Leur famille était brisée, recollée, différente, mais elle était là, vivante, aimante. Et c'était tout ce qui comptait. 1 an s'était écoulé. 1 an depuis qu'Anaïs avait franchi pour la première fois les grilles de la propriété Beaulieu en tant que simple jardinière. 1 an depuis que le destin avait décidé de réparer ce qui avait été brisé 21 ans plus tôt. Le jardin n'avait jamais été aussi beau. Sous les mains expertes d'Anaïs, chaque rosier blanc resplendissait. Elle avait repris son rôle de jardinière, non par nécessité, mais par amour. C'était sa méditation, sa façon de rester connectée à la terre qu'il avait attendue si longtemps. Ce matin de juin était particulièrement radieux. Le soleil caressait les pétales avec douceur, et l'air embaumait ce parfum si familier qui lui avait murmuré son nom dès le premier jour. Maëlle arrivait en sautillant, ses 6 ans maintenant accomplis, brandissant un petit sécateur en plastique. « Je peux t'aider, Anaïs. »« Bien sûr, ma puce, viens voir. Je vais t'apprendre à tailler correctement. » Elles travaillaient côte à côte, la grande sœur guidant patiemment la petite. Leur rire se mêlait au chant des oiseaux, créant une symphonie de normalité heureuse. Marc les observait depuis la terrasse, une tasse de café à la main, le cœur gonflé d'une gratitude qui ne faiblissait jamais. Ces 2 filles, ensemble, vivantes, heureuses. Monsieur Beaulieu, il se retourna. C'était Louise, la nouvelle coordinatrice de la Fondation Céline. Les chiffres du trimestre sont extraordinaires. 12 familles réunies ce mois-ci seulement. Le réseau s'étend dans toute l'Europe maintenant. C'est magnifique. Céline aurait été si fière. Anaïs aussi devrait l'être. C'est grâce à sa vision que tout ça existe. Marc sourit. Sa fille avait transformé sa douleur en quelque chose de beau, de généreux. Elle avait pris le pire moment de sa vie et en avait fait une source d'espoir pour d'autres. La fondation était devenue un modèle. Des journalistes du monde entier venaient documenter leur travail. 3 autres antennes avaient ouvert en France et des discussions étaient en cours pour une expansion internationale. Mais Anaïs refusait d'en faire une affaire personnelle. Elle travaillait dans l'ombre, préférant le jardin aux interviews, les roses aux projecteurs. « Je ne veux pas être un symbole », avait-elle expliqué à Marc. « Je veux juste aider, discrètement. » L'après-midi, une voiture s'arrêta devant la propriété. Une femme en descendit. Hésitante, portant une petite valise, Anaïs leva la tête de ses rosiers. Surprise, elle reconnut immédiatement le visage. Margot Dubois, la veuve de Pierre, l'homme qui l'avait enlevé 21 ans plus tôt. Marc sortit précipitamment, se plaçant instinctivement entre Margot et Anaïs. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je sais que je n'aurais pas dû venir, » dit Margot d'une voix tremblante. « Mais j'avais besoin de vous remettre quelque chose en personne. » Elle ouvrit sa valise et en sortit une boîte en carton usé. « Quand il vous a emmené ce jour-là, vous aviez un petit sac avec vous, des vêtements, quelques jouets. Il l'a gardé toutes ces années, caché au grenier. Je l'ai trouvé après sa mort, avec la lettre de confession. » Anaïs s'approcha lentement. Le cœur battant, Margot lui tendit la boîte. À l'intérieur, soigneusement préservée, se trouvaient les derniers vestiges de sa vie d'avant. Un petit ourson différent de Monsieur Câlin, un livre d'images, et au fond, une photo. Anaïs la prit avec des mains tremblantes. C'était elle à 3 ans, assise sur les genoux de Céline. Toutes deux souriaient à l'appareil,
leur visage rayonnant d'amour, au dos, une écriture délicate. Mon petit cœur, ma plus belle rose, maman qui t'aime. Août 1999. Les larmes d'Anaïs coulèrent, silencieuses et libératrices. Je suis désolée, murmura Margot. Je sais que ça n'efface rien, mais je suis tellement désolée. Si j'avais su ce que Pierre faisait, je l'aurais arrêté. Je vous aurais ramené. Vous ne saviez pas. Mais j'aurais dû me douter de quelque chose. L'argent qui arrivait soudainement, ces voyages mystérieux. Marc posa une main apaisante sur l'épaule de Margot. Vous avez fait ce qu'il fallait en donnant la lettre à Étienne. Vous avez permis la vérité d'éclater. C'est ce qui compte. Margot hocha la tête, les yeux rougis. J'espère qu'un jour vous pourrez, sinon pardonner, au moins trouver la paix. Je l'ai trouvée, dit doucement Anaïs. Grâce à eux, elle désigna Marc et Maël, qui s'étaient approchés timidement. Margot repartit quelques minutes plus tard. Le cœur un peu plus léger d'avoir accompli ce dernier devoir envers la vérité, le soir venu, Marc, Anaïs et Maël dînèrent sur la terrasse, comme ils le faisaient désormais presque chaque soir, quand le temps le permettait. C'était devenu leur rituel sacré. Ce moment où la journée se posait et où ils se retrouvaient tous les trois. « Papa » demanda Maël en picorant dans son assiette. « Tante Sophie, elle va bientôt sortir de prison. Dans quelques années encore, ma chérie. Et quand elle sortira, elle pourra revenir ici. » Marc et Anaïs échangèrent un regard. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Marc. « C'est compliqué. Moi je pense qu'elle devrait pouvoir revenir, » déclara Maël avec le sérieux absolu des enfants. « Parce que tout le monde fait des erreurs, et tout le monde mérite une deuxième chance. » « C'est toi qui l'as dit, papa. La sagesse simple de l'enfance laissa les deux adultes sans voix. « Tu as raison, » dit finalement Anaïs. « Tout le monde mérite une deuxième chance. » Elle n'avait pas encore pardonné à Sophie. Peut-être ne le ferait-elle jamais complètement. Mais la haine qui l'avait brûlée au début s'était transformée en quelque chose de plus doux, de la pitié, peut-être, de la compréhension de la fragilité humaine. Sophie lui écrivait régulièrement de prison, des lettres pleines de remords, de réflexions, de tentatives maladroites de reconstruire un lien. Anaïs les lisait toutes, mais répondait rarement. Le temps ferait son œuvre, ou pas. Après le dîner, quand Maël fut couché, Marc et Anaïs descendirent au jardin pour leur promenade nocturne habituelle. Les roses brillaient sous la lune, leurs pétales argentés semblant phosphorescents dans la pénombre. L'air était doux, parfumé, parfait. « Tu te souviens du jour où tu es arrivé ?» demanda Marc. « Comment pourrais-je l'oublier ? Je me sentais tellement perdue, tellement seule. Et maintenant ?» Anaïs s'arrêta au milieu des massifs, exactement à l'endroit où elle avait rencontré Maël pour la première fois. « Maintenant je me sens chez moi, vraiment chez moi, pour la première fois de ma vie. » Marc la serra dans ses bras. Ce geste qui était devenu si naturel entre eux. « Le jardin ne t'a jamais oublié, tu sais. Il t'attendait, chaque rose, chaque branche, tout attendait. Et moi, je n'ai jamais cessé de l'entendre m'appeler, même quand je ne comprenais pas ce que j'entendais. » Ils marchèrent en silence, main dans la main, savourant la paix de ce moment. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » dit soudain Anaïs, « de l'orphelinat où j'ai grandi. Ah oui, ils veulent créer un programme de soutien pour les enfants, sans passer. Comme moi, ils m'ont demandé d'être la marraine du projet. Tu vas accepter. Oui, je pense que c'est important. Ces enfants ont besoin de savoir qu'il y a de l'espoir, que même si on ne retrouve jamais son passé, on peut construire un avenir. Tu es extraordinaire. Tu sais ça ?» Anaïs sourit, ce sourire qui creusait la fossette dans sa joue droite. « Je suis juste moi, un mélange de Lucie et d'Anaïs, et c'est très bien comme ça. » Ils s'assirent sur le banc, celui où Céline lisait autrefois. Une étoile filante traversa le ciel. « Fais un vœu, » dit Marc. « Je n'ai plus besoin de faire de vœux. J'ai déjà tout ce que je veux. Moi aussi. » Le silence qui suivit était doux, paisible. 22 ans après le cauchemar. La guérison était complète, pas parfaite. Les cicatrices resteraient toujours, mais complètes. Le jardin n'a jamais cessé de t'attendre, murmura Marc en écho à ses propres paroles. Anaïs posa sa tête sur son épaule, regardant les étoiles briller au-dessus des roses. Et moi, je n'ai jamais cessé de l'entendre m'appeler, de vous entendre m'appeler. Tous, dans la maison,
Maëlle dormait paisiblement, un sourire aux lèvres, rêvant de jardin et de sœurs et de famille pour toujours. Les roses blanches se balançaient doucement dans la brise nocturne, témoins silencieux d'un miracle accompli, une famille brisée, reconstruite pierre par pierre, amour par amour, une jardinière perdue qui avait retrouvé son chemin vers la maison, un jardin qui avait enfin récupéré son cœur, et au-dessus de tout cela, quelque part parmi les étoiles, Céline souriait, sa fille était rentrée.